Et moi, je suis Jean-Sébastien Dufresne, je vous ai dit, donc président du mouvement pour une démocratie nouvelle, mais je fais pas juste ça dans la vie, là. Ça, c'est une activité militante bénévole. Moi, je suis dans la vie de tous les jours, pour ceux qui pourraient se poser des questions. J'ai une agence en droit littéraire, je représente des maisons d'édition internationales pour la vente de droits de traduction. Je suis aussi coordonnateur d'un organisme qui fait de l'éducation interculturelle, des projets auprès des jeunes, d'échanges interculturels dans des groupes de différents pays. Mais j'ai eu quand même je ne suis pas très vieux, un certain passé activiste au niveau de tout ce qui est les enjeux de participation citoyenne, de participation électorale. J'étais président du Forum Jeunesse de l'Île de Montréal pendant 5 ans, qui est quand même une organisation qui prône beaucoup la participation citoyenne et électorale. Et quand j'en suis venu à prendre ma retraite du Forum Jeunesse, on m'a approché pour me joindre au NDN pour en prendre la présidence. Ça fait 2 ans maintenant que je suis président du NDN. Et je suis bien content d'entendre un peu les interventions de chacun. Je trouve ça fort intéressant et on sent vraiment qu'il y a une préoccupation profonde pour notre système. J'ai entendu aussi préoccupation au niveau de la participation des jeunes, entre autres la participation électorale. Effectivement, il y a un grand cynisme ambiant, on le sait, on a besoin d'en parler très longtemps. Et il y a bien des gens qu'on pourrait dire qui sont cyniques, oui, qui sont défaitistes, mais en même temps, ils sont réalistes. Parce que c'est le risque, dans certains cas, que le vote ne compte pas, que leur vote ne compte pas lorsqu'ils vont voter dans leur circonscription. Alors ça, c'est quand même difficile d'inciter les gens à aller voter, particulièrement les jeunes, leur dire, allez voter, et là, des fois, on essaie de trouver différentes stratégies, avoir des mascottes, des artistes, et tout ça, mais si au fond du compte, le problème, à la base, c'est la structure et le fait que le système ne représente pas fidèlement la population, vous aurez beau sortir toutes les meilleures stratégies de communication du monde, mais si les gens sont informés et sont conscients que le problème existe, bien sûr, ils vont se dire, écoutez, vous essayez de me passer une histoire à travers tout ça. Alors, avant de commencer la présentation, je vais vous montrer un petit clip vidéo que peut-être certains d'entre vous avaient vu, parce que le mouvement Démocratie Nouvelle, on essaie de prendre un virage, là, un peu, on a parlé, Luc tout à l'heure disait, effectivement, ça fait 15 ans que le NDN existe, ça fait depuis beaucoup plus longtemps que ça, donc on parle de l'enjeu de la réforme du mode de scrutin. C'est un enjeu qui est hyper documenté. Il y a peu d'enjeux au Québec qui sont autant documentés que l'enjeu de la réforme du mode de scrutin. Le gros défi, c'est un défi communicationnel. C'est de rendre l'information auprès de la population et que la population comprenne que plein de problèmes qu'on vit aujourd'hui ont un lien avec notre mode de scrutin. Et ça, c'est difficile dans l'imaginaire collectif de faire ce lien-là. Mais il y a beaucoup de gens qui sont préoccupés par l'environnement, par le devenir des caisses de retraite. Il y a plein d'enjeux comme ça qui nous préoccupent, qui mobilisent les gens. Mais si on va à la source du problème, la raison pour laquelle les décisions se prennent de la façon qu'elles se prennent, c'est parce qu'on a un système qui permet qu'elles se prennent de cette façon-là. Et ça, c'est un système qui peut être changé. C'est un système qu'on s'est donné, qu'on a accepté collectivement, pas nous ici, là, mais des gens bien avant nous. Et puis ça, même ça, il y a des gens qui vont questionner, là, que ça s'est dédoté nous-mêmes. Mais c'est un système qu'on peut changer. C'est créé par les humains, ça peut être changé par les humains. Mais vraiment, l'enjeu, c'est un enjeu communicationnel. Et je vais vous montrer une petite capsule vidéo qui montre vers où on souhaite aller avec ça pour essayer de rendre l'enjeu au grand public. De vraiment sortir des discussions de sous-sol et de petits bob comme on fait ici, et d'essayer d'amener ça à un autre niveau. Et là, la dernière campagne électorale, on a donc travaillé avec une firme de communication, avec des artistes, des comédiens de la relève, pour faire une capsule vidéo qui s'appelle Rose Nanan, peut-être que certains ont vu là, le choix de la couleur d'un logo. Là. Vous allez en voir quelques extraits. Et ça a été repris par Infoman. Donc, Infoman, qui ont trouvé ça intéressant, qui ont repris ça, ça a été diffusé à Radio-Canada. Donc ça nous amène vraiment à un autre niveau là, pour ce qui est de la diffusion et de la communication. Je vais vous montrer, parce que le défi, vous allez voir, là, c'est de rendre ça simple, de rendre ça compréhensible, et vraiment de ne pas tomber dans les petits détails. Alors, vous allez voir, ça dure 3 minutes. Non? Lundi, les Québécois se sont donné un gouvernement fort. Mais si on analyse les statistiques, on remarque que la majorité des Québécois a voté contre ce gouvernement. Est-ce que c'est logique? Certains pensent que non. C'est le cas du mouvement Démocratie Nouvelle qui nous explique, en décidant de la couleur de leur logo, que c'est pas normal que seulement 2 personnes puissent décider d'un vote à 7. On va utiliser les mêmes règles qu'aux élections. Orange. Bleu pâle. Bleu foncé. Rouge. Bleu azur. Rose nanan. Rose nanan. Ben ouais, rose nanan, c'est bon. Bon, ben, la démocratie a parlé. Hein? Ce sera rose nanan.
Au Québec, le mode de scrutin qu'on utilise, c'est utilisé par une minorité d'États dans le monde, et ce qui fait qu'on a des aberrations, des distorsions à chacune des élections, qui fait que le nombre de sièges qui sont obtenus par un parti ne reflète pratiquement jamais, en fait, c'est jamais arrivé dans l'histoire du Québec, le nombre de votes qu'il obtient. Lundi, Philippe Couillard et les libéraux ont obtenu 42 des votes. C'est donc dire qu'une majorité des électeurs, 58 n'en ont pas voulu. Résultat, il est notre nouveau premier ministre majoritaire pour 4 ans avec 70 sièges. Quelle belle victoire, quelle fierté ce soir! Ça fait des décennies qu'au Québec, on demande de réformer le mode de scrutin. C'est un vieil héritage britannique là, qui est encore en vigueur. Et il y a plein de gens, les mouvements sociaux, toutes les consultations qui ont eu lieu, des commissions parlementaires, des États généraux sur la réforme des institutions démocratiques, tout le monde est d'accord, à 98 qu'il faut réformer le mode de scrutin. Je salue la victoire de M. Couillard et de son équipe, mais je voudrais établir clairement qu'encore une fois, notre mode de scrutin vient fausser complètement la joute électorale. Si un gouvernement veut être majoritaire, qu'il obtienne la majorité des voix, et c'est possible. En Écosse, il y a un gouvernement qui est souverainiste, présentement, qui a obtenu plus de 50 des voix avec un système proportionnel. Au fédéral, les Canadiens et Canadiennes ont refusé à 60 l'idée d'avoir Stephen Harper comme premier ministre. Ils sont donc aujourd'hui dirigés par celui qu'ils ont globalement refusé avec un gouvernement majoritaire. C'est possible de travailler en coalition. Présentement, au Québec, on a des gouvernements qui ne jurent que par des gouvernements majoritaires. Ça n'est pas obligé d'être comme ça. Il peut y avoir des négociations entre les partis parce que dans la société, c'est ça, vivre en société. C'est de vivre avec des gens qui ne pensent pas tous comme nous et c'est de vivre à trouver des solutions qui peuvent être un certain consensus et rejoindre l'intérêt de l'ensemble de la population. À Montréal, c'est encore pire. Près de 70 des citoyens ont voté contre celui qu'ils ont obtenu comme maire. There's a new sheriff in town. Résultat, avec 32 Denis Coderre est maire de Montréal, avec 26 Richard Bergeron est chef de l'opposition officielle, et avec 27 Mélanie Joly, arrivée au 2e rang dans les intentions de vote et dans les estrades, en train de se faire des selfies de son elle-même adoré. Ça nous permet de bénéficier de ces selfies, ça, assurément, ça les diffuse. Mais c'est vrai qu'on se trouve à avoir des résultats qui sont aberrants. Conclusion, avec un système majoritaire uninominal comme le nôtre, depuis lundi et comme toujours, nous avons un gouvernement Rose Nanan. Rose Nanan. Rose Nanan. Pour vous montrer qu'est-ce qui peut être fait, moi j'apprécie beaucoup le travail qui a été fait par l'équipe d'Infoman et de Jean-René Dufort. Parce que vous voyez, d'habitude, Jean-René Dufort, très souvent, il va tourner en dérision certains enjeux, certaines causes. Et là, je pense qu'on fait un travail très sérieux pour rendre ça dans un 3 minutes, parler de cet enjeu-là, lancer un message qui est compréhensible, qui est digé à ce que les gens disent, ben oui, c'est vraiment bizarre cette histoire-là. Oui, oui. Puis vous voyez ici ce qu'on a au niveau des informations qu'on a là, ça reflète vraiment ce qui s'est passé au niveau de la dernière campagne. 41 des votes qui a donné 56 des sièges au Parti libéral, qui leur a donné 100 du pouvoir. Pourquoi on dit 100 du pouvoir? C'est que dans un système comme le nôtre, une fois qu'on a plus de 50 des sièges, je suis bien désolé, mais on a ce qu'on appelle un monarque élu, on a quelqu'un qui peut décider ce qu'il souhaite, sans avoir besoin de consulter la population, sans avoir besoin de discuter avec les autres partis. Ils vont le faire, ils vont faire du blabla. Mais après ça, quand va venir le temps de voter, désolé, mais c'est de la ligne de parti, c'est le parti au pouvoir qui est majoritaire, qui va donc voter ce qu'il souhaite. Mais sans avoir obtenu la majorité des votes. Ça, c'est bien important de le souligner. Donc, on aura beau, et là, je fais des clins d'œil à nos collègues syndicalistes, mais on aura beau avoir beaucoup des grosses mobilisations, on va avoir des centaines de milliers de personnes dans les rues. Mais lui, au bout du compte, il a toujours la majorité. Il a le droit de voter ses lois comme il le souhaite. Est-ce qu'il est légitime de le faire? On peut se questionner. Mais le droit, le système lui donne le droit. Donc, c'est comme ça qu'on se ramasse à avoir des situations comme on a aujourd'hui, où il y a des gens qui disent « Mais comment ça se fait qu'il y a une déconnexion par rapport à ce que la population souhaite et les lois qui sont votées? » On a une piste d'explication tout juste ici. Si on regarde plus en détail, en 2014, les dernières élections, on voit le Parti libéral du Québec, 41 des votes, ils ont obtenu 56 des sièges, ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand on regarde le Parti québécois, 25 des votes, 24 des sièges. On peut pas dire que le Parti québécois peut pas dire que c'est à cause du système du mode de scrutin que cette fois-ci, ils l'ont perdu. Mais ils ont d'autres raisons qu'ils peuvent explorer, là. Mais c'est du moins pas pour ça. Je vais prendre les interventions à la fin, si vous me permettez, mais bien noter la question.
Au niveau du Québec solidaire, bien entendu, on voit clairement il y a un écart. 7,6% des votes, 2,4% des sièges. Vraiment, il y a un désavantage. Mais pas juste au niveau de Québec solidaire. La CAQ, Coalition Avenir Québec, 23% des votes, 17,6% des sièges. C'est pas qu'une question de la gauche, c'est une question de la gauche et de la droite. Tout le monde se trouve à être perdant. Tous les tiers partis, effectivement, se trouvent à être perdants. Et vous allez voir, même les grands à certains égards. Si on va en 73, en 73, le Parti libéral a obtenu 54,7% des votes, 93% des sièges. Quand même incroyable, ça. Ça, c'est incroyable. Il y a un gros écart. Regardez, là, il y a des partis qui étaient complètement évincés alors qu'ils avaient obtenu des votes. Et on voit là, vraiment le Parti libéral qui était clairement surreprésenté par 38 points de pourcentage. Et c'est le même système qu'on a aujourd'hui. En 98, c'était la cinquième fois qu'il y avait un renversement de la volonté populaire. Ce qu'on entend par renversement de la volonté populaire, c'est que le parti qui avait obtenu le plus de votes est arrivé deuxième en termes de sièges. Donc, c'est pas le parti qui a obtenu le plus de votes qui a formé le gouvernement. On voit ici le Parti libéral qui a obtenu 43,5% des votes. Le Parti québécois qui est arrivé deuxième, avec 42,9% des sièges. Gouvernement majoritaire, 60% des sièges. Donc, au niveau des votes. Donc, 42% des votes, 60% des sièges. Imaginez les libéraux à ce moment-là. Là. On se les fait voler. On s'est fait voler notre élection parce que c'est eux qui avaient remporté le plus de votes. Ils se ramassent à avoir un gouvernement qui devrait être le parti d'opposition, qui se ramasse au gouvernement et majoritaire. C'est le comble, là. Et vous pouvez imaginer l'impact que ça a sur l'histoire d'une nation. Hein? Parce que là, surtout, là, on parle de l'enjeu de la souveraineté, mais plein d'autres enjeux aussi. On voit que ça a un impact majeur sur devenir une nation, sur les lois qui vont être votées, surtout qu'on parle d'un gouvernement majoritaire. Et là, je fais une petite parenthèse rapide. Il faut bien comprendre que le Mouvement pour une démocratie nouvelle est une organisation non partisane. Donc, on n'est pas là pour dire si c'est une bonne chose ou pas une bonne chose, qu'un parti a été majoritaire ou pas. On ne porte pas de jugement sur les partis. C'est vraiment de regarder sur le principe de la représentation. Mais ça, c'était donc la 5e fois. 5 fois dans l'histoire du Québec qu'il y a eu un renversement de volonté populaire, quand même. Et là, quand on regarde plus proche de nous, en 2012, ça fait pas longtemps, c'est en 2012. En 2012, on était à quelques points d'avoir un renversement de la volonté populaire. Le Parti québécois a obtenu 32% des votes, celui qui a eu le plus de votes, mais le Parti libéral était à 31% des votes. Donc, il aurait fallu quelques milliers de votes de différence là, pour qu'il y ait un changement et que le Parti libéral devienne le premier parti en termes de nombre de votes. Et ça aurait quand même été le Parti québécois qui aurait formé le gouvernement. Donc, c'est pour dire que même aujourd'hui, là, ça fait pas longtemps, c'est en 2012, donc ça peut arriver encore des renversements de volonté populaire. Là, vous avez des gens, des fois, qui arrivent de l'étranger, ils regardent ça et ils disent « Attends, comment ça marche, votre histoire, là? » Comme les gens acceptent ça. Il n'y a personne dans la rue en train de tout démolir, là, mais ça n'a aucun bon sens, ils ont tout à fait raison. Là, vous allez me dire « Oui, mais Jean-Sébastien, c'est ça la démocratie. Qu'est-ce que tu veux que ça soit d'autre? C'est soit ça ou c'est des dictatures. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? C'est ça la démocratie. Et qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde? Comment ça fait qu'il y a des gens qui arrivent ici et qui disent ça n'a pas d'allure votre histoire? Mais quand on regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde, alors là ça va être des petits chiffres, donc je suis désolé pour les gens à l'arrière, mais je vais vous les expliquer. Quand on regarde les dernières élections dans différents pays, hein, et on regarde l'indice, qu'on appelle l'indice de distorsion. Ce que c'est un indice de distorsion, c'est quand on vient, c'est un calcul mathématique que je vous épargne ce soir, mais qui compare les proportions de vote que chacun des partis a obtenus aux proportions du pouvoir qu'ils ont obtenu, aux proportions de sièges. Donc, les comparaisons des pointes de tarte. Est-ce que ça se rapproche? Et plus c'est proche, plus l'indice est faible. Et là, quand on voit les pays qui ont des indices très faibles, c'est tous des systèmes de proportionnels. Proportionnel de liste, mix compensatoire, donc différentes formules, mais de proportionnels. Ceux qui ont des indices élevés, on voit le Canada, Mauritanie, Jamaïque, Québec, France, gros indices de distorsion des systèmes majoritaires uninominales à un tour ou à 2 tours. Vous allez dire, oui, mais la France, ils ont 2 tours, comment ça se fait là? 2 tours, deuxième tour, les gens devraient voir ce qu'ils ont demandé pour. Oui, mais c'est parce que l'indice de distorsion, la façon que c'est calculé, c'est selon leur premier choix. Parce que dans les systèmes à 2 tours, très souvent, les gens vont devoir, au deuxième tour, voter pour leur deuxième, troisième, des fois pour leur 4e choix. Et nous, on se dit, ben, notre idéal, c'est d'avoir un système où tout le monde peut voter pour son premier choix. Pourquoi on devrait voter par dépit alors qu'on pourrait voter par conviction? Et ça se fait ailleurs dans le monde. Pourquoi pas s'inspirer de ces endroits-là? Et là, quand on regarde, là, vous allez dire, oui, mais ça, c'est peut-être anecdotique. Là. Tu sais, c'est juste, ça arrive des fois, ça dépend de l'histoire. Tu sais. Là, on regarde selon les couleurs que vous avez là. La couleur rouge étant l'avant-avant-dernière élection. Couleur jaune, l'avant-dernière élection. Couleur bleue, la dernière élection. Quand on regarde des pays comme les Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Allemagne, très faible indice de distorsion. Et c'est constant.
Quand on regarde des pays comme le Japon, Canada, Québec, Grande-Bretagne, France, des grands indices de distorsion et c'est constant. Mais ça, là, ça c'est des faits, là. C'est même pas un jugement que je porte là. C'est des faits statistiques, c'est des données techniques, c'est scientifique. Ça, personne ne peut dénoncer ça, là. Ça, c'est réel et on voit clairement l'écart. Là, vous allez me dire encore une fois, oui, mais là, Jean-Sébastien, tu choisis tes exemples. Tu choisis les pays, là, tu essaies d'arranger l'histoire. OK, ouais, OK, peut-être. Si on veut regarder l'ensemble des pays, on va dire, OK, si on veut regarder, là, mettons, tous les pays, les démocraties, disons, qu'est-ce que ça donne? 56% des pays ont un système à finalité proportionnelle. Et quand on dit à finalité proportionnelle, c'est sûr qu'il y a plusieurs modèles, là, des fois qui sont adaptés selon le pays, mais c'est que la volonté du système, c'est que le résultat final, là, peu importe la mécanique qu'ils utilisent, le résultat final, c'est que la proportion de votes qu'un parti obtient se reflète dans la proportion du pouvoir qu'il obtient. Un parti obtient 26% du vote, ben, il obtient à peu près 26% du pouvoir. Vous allez me dire, c'est le gros bon sens et que vous auriez totalement raison. Mais c'est pour ça qu'on est ici. Et là, vous allez dire, oui, mais là, c'est dans les 56%, là-dedans, tu as peut-être des petites îles mouk-mouk, des pays bizarres et tout. Là. Comparons-nous avec les pays sérieux. Là. Donc, on prend les vrais pays. Des pays industrialisés. Là. Mettons, on se compare avec nos amis. Là. Donc, les pays industrialisés, les pays membres de l'OCDE, 85%. 85% des pays membres de l'OCDE ont un système électoral à finalité proportionnelle. Là, vous allez me dire, oui, mais Jean-Sébastien, c'est pas parce que 85% des gens disent quelque chose qu'ils ont raison. OK. Est-ce qu'on peut appliquer le même raisonnement pour les 15%? Est-ce que les 15% qui utilisent un système comme le nôtre ont nécessairement raison? On peut se questionner. Et dans ce 15%-là, vous avez toutes les anciennes colonies britanniques et les anciennes colonies françaises. C'est ça qui forme le 15%. Alors, il y a quand même quelque chose à regarder, là. Est-ce que tout ce monde-là sont vraiment dans le champ? Il y en a qui vont dire, oui, mais bon, en Israël, ça va mal. La Belgique, on a de la misère à former un gouvernement. OK, en Italie, ça va, c'est louche. OK, oui, mettons qu'on met ces trois-là de côté, là. Puis on regarde toutes les autres. Donc, on regarde les endroits où ça va bien. Et puis nous, on se compare beaucoup au niveau de la Nouvelle-Zélande, au niveau de l'Écosse, au niveau de l'Allemagne. Donc, des pays qui sont des modèles dont on peut s'inspirer, des modèles scandinaves aussi. Donc, est-ce qu'on peut regarder où ça va bien plutôt que regarder où ça va mal? Inspirons-nous de où ça va bien. Et c'est un enjeu qui est mûr. Hein, ça fait 50 ans qu'on en parle de cet enjeu-là. Dès les années 60. En 66, c'était le premier moment où il y a eu un parti qui a obtenu le plus de votes qui n'était pas porté au pouvoir. Les gens se sont dit, oups, il y a un problème avec notre système. Comment ça se fait, là, que le parti qui a obtenu le plus de votes est renversé, puis c'est l'autre qui obtient le pouvoir? Ça ne marche pas notre système, là. En 83, une tournée du Québec d'une commission d'études mandatée par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est des gens sérieux, ça, là. C'est quand même, là. Ces gens-là ont mandaté une commission d'études qui a fait une tournée du Québec. Vous savez qu'il y avait un problème, là. En 83, je n'étais pas vu, moi. Bien, en 83, ces gens-là savaient déjà qu'il y avait un problème. En 99 a été fondé le Mouvement pour une démocratie nouvelle, organisation que je représente, qui donc existe depuis 15 ans, mais ça a été fondé par des gens qui provenaient de différents partis politiques. Hein. Il y avait des gens de l'ADQ, du PQ, du PLQ, du FP. Il y avait beaucoup le mouvement des femmes aussi qui portait ce mouvement-là, dans l'esprit de dire il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on regroupe les forces de différents horizons pour dénoncer ce problème-là. En 2003, ont eu lieu les États généraux sur la réforme des institutions démocratiques. Dans le temps de Jean-Pierre Charbonneau, Claude Bélan qui en a été président, 1000 participants qui représentaient l'ensemble des régions qui ont participé. Un grand consensus là, dans les revendications pour une réforme du mode de scrutin, c'est dans les premières revendications. 2006, commission parlementaire chargée d'étudier un avant-projet de loi libéral sous le gouvernement de Jean Charest, qui proposait un modèle proportionnel mixte compensatoire, très proche de ce qui est demandé par la société civile. 2000 interventions, un record dans l'histoire du Québec. 86% qui rejetaient le statu quo, qui demandaient à ce qu'il y ait un changement. C'est quand même incroyable, là. On n'est pas là, une petite gang à jaser autour d'une bière, là. 2007, le directeur général des élections du Québec, quelqu'un de respectable s'il en est un, produit un rapport sur le modèle proportionnel mixte compensatoire. 20 000 personnes à l'époque signent une pétition qui est déposée à l'Assemblée nationale. C'est juste pour dire, le terrain a été labouré. Là. Il y a du travail qui a été fait. Là. On ne parle pas de trucs d'hurluberlu, farfelus. Là. Il y a du monde sérieux qui ont travaillé là-dessus. En 2010, le MDM lance sa campagne Urgence démocratique, qui demandait, qui réclamait qu'il y ait un changement d'ici les élections suivantes. Il y a une centaine d'organisations qui représentaient plus d'1 million de Québécoises et Québécois qui ont appuyé cette campagne-là. Quand même pas rien. Ça n'a pas bougé à l'époque. 2011. Là, les gens se disent, OK, c'est bien bon, on va essayer une autre stratégie, on va essayer de proposer une solution. On va proposer un modèle. Et c'est là qu'est venue la proposition du MDM qui s'appelle Solution démocratique. Et ça, c'est un modèle qui a été proposé sur les éléments qui font consensus au sein de la société civile. On a regardé là
les milliers là, de mémoires qui ont été produits, toutes les consultations, qu'est-ce qui en est ressorti? Qu'est-ce que les gens demandent? Hein? Parce que toutes ces organisations-là, ils ont fait des consultations aussi là, dans leur réseau. Ça, là, c'est le fruit d'une intelligence collective sans précédent là, au niveau du Québec. On s'est basé sur les meilleures pratiques dans le monde. Hein? Quand on regarde les pays qui ont les indices de distorsion les plus faibles, comment ils fonctionnent ces gens-là? Est-ce qu'on peut s'inspirer de ces gens-là? Hein? Ça s'en est qui fonctionnent depuis des années comme ça. Ils ont eu le temps de pratiquer, de voir qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui ne marchait pas. Et aussi qui respectent les réalités propres au Québec, notamment au niveau du poids politique des régions. Et ça, c'est très important. Il y a des gains historiques au niveau du Québec par rapport au poids politique des régions. Et si on veut qu'un modèle soit accepté, fonctionne, il faut absolument considérer ça. Il faut absolument que les régions du Québec ne perdent pas de poids politique avec quelconque réforme qui serait apportée. Donc ça a été considéré dans le modèle qui a été proposé. Je ne vais pas en détailler davantage sur ce modèle-là ce soir. Ceux qui ont des questions par rapport à ça, on pourra bien sûr en parler après, où il y a beaucoup d'informations disponibles sur le site web du NDN. Mais c'est pour vous dire qu'il y a eu quand même du travail important de fait. Je fais attention au fil. Un travail important de fait. Oui. Ben, la présentation, vous allez l'avoir. Oui, vous pourrez avoir le PowerPoint. Il y a un enregistrement aussi qui se fait. Donc, oui, ça va être quand même disponible. Oui, madame. Oui, je vous rassure. oui, absolument. Oui, ça va vous être partagé également. OK, parfait. Donc, ça, il y a eu un travail de fait à ce moment-là. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en allant jusqu'à proposer un modèle, là, on arrivait un peu trop loin, dans le sens que là, il y a des gens qui, oups, là, si on avait quelque chose de trop précis, là, les gens s'accrochent dans les détails. Là, ouf, ouais, mais là, moi, c'est telle proportion ou telle proportion. Donc là, depuis que moi je suis arrivé, depuis 2 ans, on a pris une première année pour revoir nos stratégies, repenser à tout ça, et c'est là qu'on en est venu avec la campagne Meilleure démocratie, avec le site meilleuredémocratie.com, qui est un site distinct du site du NDN. Si vous allez sur le site démocratienouvelle.qc.ca, vous allez trouver là une manne d'informations pour les geeks de mode de scrutin. Là. Vous allez trouver suffisamment à vous nourrir pour votre appétit. Il y a amplement d'informations sur ce site-là, mais on a voulu faire un site plus communicationnel. Donc, le site meilleuredémocratie.com veut un message là, beaucoup plus simple, plus direct, en faveur d'une mobilisation large, en faveur d'une réforme du mode de scrutin. Donc, l'idée, c'est d'aller avec la technique de l'entonnoir. C'est de dire, cherchons un dénominateur commun. Là. Allons chercher les gens où ils sont présentement, puis amenons-les graduellement à s'informer, à se questionner, à être curieux par rapport à cet enjeu-là. Il y a eu aussi une pétition en ligne sur le site de Havas qui a recueilli 87 000 signatures. Il y a eu aussi des initiatives citoyennes. Il y a Fernand qui nous a parlé donc, de sa tournée 90 jours pour une démocratie. Une tournée, bien sûr, que l'MDN a appuyée, qu'on a communiqué là-dessus. Je pense que c'est important de valoriser la diversité des tactiques et de montrer qu'il y a des citoyens qui peuvent prendre des initiatives comme ça, agir et faire valoir cette cause-là. Donc, bien entendu, ça, on a appuyé ça. Il y a aussi d'autres actions qui se mènent. Là. Il y a des gens qui sont ici ce soir là, qui travaillent sur des projets aussi, de dire est-ce que ça peut passer par travailler sur une constitution, une assemblée constituante pour le Québec. Donc, il y a différents chemins qui peuvent être entrepris pour parler de la question de la réforme du mode de scrutin. Nous, ce soir, c'est surtout la question de la campagne Meilleure démocratie là, qui est prônée par le mouvement pour une démocratie nouvelle dont on parle. Mais comment on peut agir maintenant? Là, ça fait comme 50 ans qu'on en parle. Il y a eu plein de monde qui ont travaillé là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à Saint-Hyacinthe, au Ville-Boquet, ce soir, aujourd'hui, de ça? On a réfléchi à tout ça. On est retourné rencontrer les personnalités, les gens qui étaient impliqués par rapport à cet enjeu-là, les Jean-Pierre Charbonneau, les CDC à l'époque. Et ce qu'on en arrive avec Plan de match, et notre revendication pour l'instant, c'est que soit réformer le mode de scrutin au Québec afin d'adopter un mode proportionnel, ça fait consensus au niveau de la société civile, adapté aux demandes répétées de la population du Québec. Donc là, on veut éviter de tomber dans le piège de proposer quelque chose de trop campé, mais dire, regarde, il y en a de l'intelligence collective qui existe, il y en a amplement d'informations, de mémoire et tout ça qui existe. Notre revendication, c'est simplement que ça réponde à ces préoccupations-là. Et qu'il soit en vigueur lors des prochaines élections provinciales de 2018. Donc, élection à date fixe, on sait que ça devrait être en 2018. Là, vous allez me dire, oh, ben là, on prend des grosses bouchées, là. Tu sais, si ça fait 50 ans qu'on en parle, faire ça pour les prochaines élections, est-ce que c'est pas ambitieux? Oui, c'est ambitieux, mais si on n'est pas ambitieux, on n'arrivera pas à grand-chose. Si on est ici ce soir, c'est assurément parce qu'on l'est, parce qu'on souhaite que ça se mette en place.
Mais ça, c'est le plan A. Hein, il y a un plan B, C, D, E, F, là. Mais disons, on s'en tient au plan A, on se met des targets, on veut l'atteindre. On est ambitieux souvent. Ah ben oui, ben il faut, c'est ça qui nous motive. Et pour arriver à ça, il y a 2 ans qui sont nécessaires pour mettre en place un nouveau mode de scrutin. Donc ça prend 2 ans à partir du moment où le gouvernement dit OK, go, on le fait. Ça va prendre 2 ans pour travailler sur la mécanique et mettre ça en place pour se préparer pour des élections. Donc ça veut dire qu'il faut que la décision soit prise d'ici l'automne 2016. Il faut que ça puisse marcher pour les prochaines élections, ce qui nous laisse 2 ans pour agir. Il laisse 2 ans pour faire la mobilisation et amener cet enjeu-là dans un niveau de priorité pour qu'il y ait des actions qui soient posées. Là, vous allez me dire, oui, mais Couillard, il y en a plein ses baskets, il est bien occupé, il est en train de démolir bien des affaires, il est bien occupé. Comment vous voulez qu'il s'attarde à ça, cette histoire-là? Faut pas oublier que le dernier avant-projet de loi qui a été proposé là-dessus, c'était un projet de loi libéral. Le Parti libéral. Alors, c'est avec Jean Charest. Donc, c'est pas impossible que le Parti libéral revienne avec une proposition comme ça. Et pour certaines raisons, il y aurait des intérêts aussi à vouloir proposer une réforme comme celle-là. Ne serait-ce que de pouvoir dire, bien, regardez, on a quelque chose qui est populaire pendant qu'on fait passer d'autres choses, là. Ce qui peut être une technique politique assez répandue, mais qu'en même temps, ça, on travaille sur du long terme. Donc, il y a quelque chose aussi à voir par rapport à ça. Mais donc, on a 2 ans pour agir. Et la stratégie qu'on s'est donnée, de façon générale, sur 2 ans, c'est de démarcher les principaux acteurs politiques de la société civile afin d'obtenir leur appui pour soutenir nos actions et revendications. Là, vous allez dire, bon, ça c'est assez général, là. Oui, c'est bien beau là, d'être pour la vertu. Mais plus précisément, la première année, on veut se concentrer spécifiquement à sensibiliser et éduquer la population afin d'obtenir un appui massif à la revendication que je vous ai donnée tantôt. Donc vraiment, là, de juste se consacrer là, à ça, de faire du travail de terrain, à sensibiliser et éduquer, pour que la 2e année, je suis désolé pour les gens en arrière, mais la 2e année, de veiller à établir l'enjeu de la réforme du mode de scrutin comme une priorité d'action pour le gouvernement Couillard, afin qu'il prenne la décision d'ici le printemps 2016 de réformer le mode de scrutin au Québec. Parce qu'il faut que ce soit le gouvernement Couillard. Présentement, c'est un monarque élu. Oui, il faut aller chercher les autres partis, mais il faut que le Parti libéral soit là. Si le Parti libéral, si Couillard dit « moi, ça ne m'intéresse pas », c'est mort. Ça, c'est sûr. Donc, il faut que lui ait un intérêt à ça et veuille embarquer dans ça. Mais en pratique, comment ça peut se transposer? Bien, on voit déjà depuis 2 ans, on a démarché les grands partenaires de la société civile. Donc, ça fait depuis 2 ans qu'on contacte les grandes centrales syndicales, CSN, FTQ, CSQ, les grandes fédérations étudiantes, FEUC, FEC, aussi les forums jeunesse régionaux du Québec, également le mouvement des femmes. Donc, on va chercher les grandes organisations de la société civile et on a des représentants de ces organisations-là qu'on rencontre régulièrement, qui sont venus à nos bureaux. Donc, on travaille avec eux au niveau national, au niveau des grands réseaux. Mais ça, c'est pas tout. Il faut aussi de l'action citoyenne. Et c'est là que viennent les comités régionaux. Parce que les partenaires de la société civile, effectivement, comme Madame le disait, ils ont tous des positions historiques en faveur de ça. Tous, non? C'est juste que dans le niveau de priorité, c'est pas nécessairement dans le top. Et là, le défi, c'est de faire augmenter ça dans le niveau de priorité. Et ça, ces partenaires-là vont être très sensibles à est-ce qu'il y a des citoyens qui en parlent? Est-ce que la population en parle? Est-ce que les membres, par exemple, de nos syndicats en parlent? Est-ce qu'ils veulent qu'on ajuste là-dessus? Si c'est une préoccupation comme ça dans les airs, bien, ça va rester une préoccupation dans les airs. Il faut que ça devienne plus élevé dans le niveau de priorité. Et l'idée, c'est d'en arriver à avoir un rendez-vous pour une réforme du mode de scrutin en décembre. Donc, on vise pour début décembre 2014, très bientôt, là, dans quelques semaines, d'avoir une rencontre qu'on voudrait faire à Montréal, à laquelle on veut convier des représentants des différents comités régionaux. Donc, d'avoir des gens qui viennent de chacune des régions, d'avoir des représentants de chacun de ces partenaires de la société civile, d'asseoir tous ces gens-là ensemble et d'avoir des moments de briefing ensemble, d'échanger sur qu'est-ce qu'on peut faire dans les mois suivants. Aussi d'avoir des conférenciers invités, d'avoir des interventions de gens de l'étranger qui ont vécu ces changements-là, pour nous dire comment ça s'est passé chez eux, mais surtout pour bâtir là, une cohésion de groupe, là, pour que les gens de chacune des régions en viennent à connaître. Ah oui, OK, il y a des gens dans d'autres régions qui font ça aussi, qu'on est une gang ensemble et on avance ensemble. Et l'idée, c'est que pendant 1 an, de faire de la mobilisation citoyenne dans les régions. Donc pendant 1 an, là, de se concentrer juste à ça. Faire des actions citoyennes, mais très simples. On parle des actions avec 0 moyen. De faire une table d'information dans un cégep, un 5 à 7 dans un café, dans un village. Des actions simples, avec très peu de moyens. Mais si on a chacun nos comités régionaux, si on dit, mettons, on a une vingtaine de comités régionaux qui font, disons, une action par mois. Il ne faut pas obligé d'être les mêmes personnes. Là. Sur un comité régional, ça se peut que les gens disent, ben, moi, je peux faire une action par 3 mois.
OK, une action par 4 mois. Fair, on va faire ça. Mais si les gens peuvent se partager ça, bien, on peut finalement arriver avec des actions à tous les mois. Et si les 20 comités font ça, vous pouvez imaginer 20 actions par mois pendant 12 mois en faveur de la réforme du mode de scrutin, qu'on peut prendre des photos, des vidéos. Ça peut être simple, là. Pas besoin de quelque chose de gros. Une petite affaire, mais qu'on s'arrange, on cadre bien la photo. Là. Ça a l'air plein, là. Mais ça, puis on met ça sur les réseaux sociaux. Là, les gens vont dire, c'est quoi cette histoire-là de réforme du mode de scrutin? C'est quoi ça, meilleure démocratie? Comment ça fait qu'il y a du monde comme ça de partout au Québec qui en parle? Ça va piquer la curiosité. Et c'est juste ça qu'on a besoin pour l'instant, de piquer la curiosité. On ne veut pas rendre personne des spécialistes de ça. Parce que de toute façon, moi-même, je ne peux pas vous dire que je suis spécialiste de ça. Je ne peux pas répondre à toutes les questions sur les questions de réforme de scrutin. L'idée, c'est pas de devenir des spécialistes, c'est de devenir des communicateurs, de parler de cet enjeu-là, d'avoir quelques éléments qu'on maîtrise pour pouvoir en parler. Puis, si jamais les gens ont des questions, on les envoie au site web, là. On va les faire. Mais pendant 1 an, d'avoir un petit build-up comme ça, d'en arriver graduellement à augmenter l'intérêt de la population pour cet enjeu-là. Et l'idée, c'est de converger en 2015, d'avoir à l'automne 2015 un grand rassemblement des citoyens de la société civile, où là, on va vraiment là, arriver, c'est là, ça va culminer là, vers un grand événement. Et c'est là qu'on veut que les partenaires de la société civile, là, qui se mettent à table, et qui mettent le cash à la table, là, pour aller chercher des moyens, pour vraiment faire un événement qui fait du bruit, là. D'acheter de la pub, de mettre des cahiers spéciaux dans les journaux, que pendant 1 semaine, l'ensemble du Québec entende parler de réforme du mode de scrutin, ils disent « Mais qu'est-ce qui se passe avec cette histoire-là? » Mais ça, vous voyez, c'est là l'idée de la première année, c'est que pour en arriver là, il faut qu'on se fasse une année de build-up, graduellement, de faire du travail de terrain. Et si tout le monde en fait, on peut y arriver. Et c'est là qu'après ça commence le démarchage politique. Pourquoi qu'on n'en fait pas avant? C'est qu'aujourd'hui, là, vous irez voir un député, un ministre, un candidat, vous lui jasez de ça, ils vont vous serrer la main et dire « Hey, c'est beau, c'est vraiment beau ce que vous faites. Hein? C'est du beau travail. La démocratie, c'est noble, hein, comme cause. Continuez. C'est ça qu'ils vont vous dire. Ça, c'est quand ils prennent le temps de te serrer la main. Ça, c'est quand ils prennent oui, parce que Fernand a vécu ça aussi en faisant sa tournée. Donc oui, c'est pour ça que présentement, faire ça, cette énergie qu'on perd. Il faut mettre nos énergies, le peu qu'on en a, à l'endroit le plus stratégique. Mais rendu là, après 1 an de build-up, après cet événement-là qui va avoir de la visibilité médiatique, ce qu'on s'attend, c'est que là, on commence à avoir des gens qui nous appellent. Ils disent « Hey, je pense qu'on a intérêt à s'asseoir ensemble. Il faut qu'on jase. Y a-t-il moyen qu'on... » Et c'est ça qu'on veut. C'est d'en arriver là où là, on va devoir faire du démarchage politique. Et puis là, il y en a qui vont se rendre compte que oh, ben là, ils ont peut-être un intérêt politique, peut-être partisan même, à parler davantage de réforme du mode de scrutin parce que la population, ils vont se rendre compte à ce moment-là, commence à en parler. Qu'est-ce que les comités régionaux peuvent faire? Bien, entre autres, quelques suggestions. Entre autres, de mener des actions de mobilisation citoyenne. Donc, d'aller à la rencontre de la population, recruter des militants, susciter l'intérêt pour l'enjeu, piquer la curiosité. Comme je disais tantôt, là, juste piquer la curiosité, c'est déjà là, une grosse longueur d'avance. Et élargir notre liste de contacts. On va avoir le plus possible de gens qui reçoivent nos messages, qui reçoivent l'information. Et là, au moment où on doit devoir frapper, faire des actions de plus large envergure, on peut facilement rejoindre le plus possible de gens. Donc ça peut être fait, là, mais comme je vous dis, là, avec moyens très limités, là, sans avoir besoin de grosses ressources. Aussi de démarcher des organisations régionales. Donc de rencontrer des représentants d'organisations, mais qui ont un rayonnement au niveau régional. Pour obtenir leur collaboration, pour qu'ils puissent diffuser de l'information et nos campagnes. Donc nous, on le fait au niveau national. Au niveau national, on s'est dit qu'on veut rencontrer au moins 1 fois par mois une organisation au niveau national pour les sensibiliser à l'enjeu, leur en parler, voir s'ils peuvent adopter une résolution dans leurs instances, faire ce travail-là. Ce qui peut se faire au niveau régional. Si dans chacune des régions, les comités démarchent des organisations régionales, pour que le jour venu, dans 1 an, dans 2 ans, si on a besoin d'eux pour diffuser de l'information, c'est pas à ce moment-là qu'on va les appeler pour dire « Pouvez-vous diffuser de l'information? » Il faut que ces gens-là aient été démarchés en amont, qu'ils aient été démarchés avant, qu'ils soient sensibilisés, qu'on ait déjà leur appui pour qu'ils puissent par la suite diffuser à leur membres. Ça, c'est un travail qui peut être fait. Aussi, d'approcher les personnalités publiques influentes, en sensibiliser les personnalités qui peuvent incarner la réforme du mode de scrutin dans divers secteurs d'activité et qui ont une plateforme au niveau régional. Donc, des gens qui sont bien en vue, qui sont connus, que quand ils disent quelque chose, les gens les écoutent, mais aussi qui peuvent être de différents secteurs d'activité, au niveau environnemental, communautaire, économique. Si on peut aller chercher des gens comme ça, assez diversifiés, qui vont accepter de pouvoir prendre la parole, de pouvoir se prononcer en faveur de ça. Des fois, quand ils se font interviewer, ils peuvent plugger quelque chose là-dedans. Vous voyez, dernièrement, la dernière personne qu'on a approchée, c'était Steven Guilbeault de Équiterre. On a approché, on a dit est-ce qu'il faudrait s'associer au niveau de l'enjeu environnemental? Parce qu'on a tout intérêt. Hein, quand on regarde les États qui ont ratifié le plus rapidement le protocole de Kyoto, c'est les États qui ont un système proportionnel.
Pourquoi? Ben, c'est qu'ils ont un système qui représente plus fidèlement la population et de façon générale, la population souhaite des politiques en faveur de la lutte au changement climatique. Donc, il y a des liens à faire comme ça et d'avoir des personnalités qui sont reconnues dans leur domaine, ben, ça apporte plus de crédibilité. Là. Et finalement, porter l'enjeu sur la place publique. Donc, de diffuser des lettres ouvertes dans les médias régionaux, de participer à des lignes ouvertes dans les radios régionales, d'intervenir lors des campagnes électorales, des partielles, des consultations publiques. L'idée, c'est de saisir toutes les occasions qu'on a pour en parler. Puis ça peut se faire, par exemple, un comité pourrait dire, ben nous, on se partage ça une fois par mois, c'est une personne différente qui écrit une lettre qui envoie dans les journaux régionaux. C'est sûr que le premier mois, ils vont peut-être pas les publier. Le deuxième mois non plus, le troisième mois non plus, mais rendu au 8e mois, ils vont dire, bon, non, c'est ça cette histoire-là. Je pense pas que tout le monde nous écrit des lettres sur cette question-là, ils vont peut-être décider d'en publier une. Oui. Donc l'idée, c'est de maintenir la pression comme ça, puis d'être toujours présent. C'est ça qui est très important, pour que pendant un an, on sente la présence de cet enjeu-là, puis qu'il y a des gens qui se disent, ben voyons, il y a quelque chose qui se passe autour de ça, il faut s'y intéresser. Mais c'est pas tout, on se donne des objectifs aussi. Il y a des gens qui ont un esprit un peu plus aligné sur les cibles, sur les targets, qui veulent des chiffres, donc on a pensé à ça. Alors, on s'est donné des objectifs par région. Parce que notre défi à nous, comme je disais, c'est de communiquer avec la population, mais encore faut-il qu'on ait un bassin de gens à qui communiquer. Si on communique juste au sein d'un petit groupe, ça reste au sein d'un petit groupe. Donc, il faut qu'on élargisse notre banque de gens à qui on communique. Et présentement, on a une liste d'à peu près 12 000 contacts. C'est pas énorme, ça pourrait être 120 000, mais c'est 12 000. Donc, on fait ce qu'on a. Les 12 000 qu'on a viennent principalement, 9 000 d'entre eux, viennent d'une lettre ouverte que les gens pouvaient co-signer lors des dernières élections sur notre site web, d'ailleurs-démocratie.com. C'est comme ça qu'on a été chercher près de 9 000 courriels. Et c'est pas des gens qui s'inscrivaient à une liste d'envoi, c'est des gens qui co-signaient une lettre. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on envoie des messages à ces gens-là, dire « Voulez-vous continuer à recevoir nos messages? » Et là, confirmer, il faut qu'ils cliquent sur un bouton. C'est pas tout le monde qui l'a fait. Sur les 12 000, il y en a 2 000 qui ont confirmé. Donc là, on travaille là-dessus. On relance quand même, on relance les gens régulièrement. À chaque fois, il y a des gens qui se désinscrivent, tout ça. Là. Mais l'idée, c'est qu'on veut convertir ces 12 000-là en des gens engagés. Mais notre objectif, donc, c'est de passer de 2 000 à 5 000 contacts. C'est ça notre target. Le plus rapidement possible, on se dit, d'ici notre événement de décembre, est-ce qu'on peut donner un blitz et booster ça à 5 000, qui sera un bassin, là, une base critique qu'on souhaite atteindre. Et présentement, en Montérégie-Est, il y a 108 personnes sur les 2000 qui sont de la région Montérégie-Est. Et il y a 15 personnes qui ont coché, qui voulaient participer à un comité d'action régionale. C'est ça la situation actuelle pour la Montérégie-Est. Bien sûr, vous pouvez imaginer, vous voyez venir, on veut augmenter ça. Donc la cible qu'on s'est donnée pour la région, est-ce qu'on peut atteindre 200 contacts? On peut-tu aller chercher, là, essayer de doubler ça, aller chercher 92 personnes de plus, là? On en parlait autour de nous. Là. Si chacun va chercher 3, 4, 5 personnes, là, mais pas juste rajouter des courriels. L'idée, c'est que ce soit des gens à qui on a parlé, qu'on a engagé dans la discussion. Parce que juste d'avoir des courriels sur une liste, là, les gens, après 2-3 semaines, ils se désinscrivent et ils s'en vont. Donc, il faut que ce soit des gens durables. Donc, il faut que ce soit des gens qu'on ait engagés, qu'on ait parlé, qu'on ait discuté. Les gens disent « Ah, OK, oui, je veux recevoir l'information, ça m'intéresse, ça n'a pas d'allure ce système-là, je veux savoir qu'est-ce que je peux faire. » Voilà, c'est ces gens-là qu'on veut. Donc, est-ce qu'on peut aller en chercher 200 dans la région? Est-ce que de ces 200-là, on peut atteindre 40 membres du comité régional? Présentement, on a 15 personnes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous ici. Là. Il y a des gens qui sont peut-être pas disponibles, qui ne sont pas dans le coin. Bon. Donc, il y en a 15 qui avaient dit qu'ils étaient intéressés. Est-ce qu'on peut atteindre 40? Pourquoi 40? Mais c'est que l'idée, c'est d'avoir quand même un groupe. Ce n'est pas nécessairement les 40 qui vont tous se réunir. C'est des gens un peu partout dans la région. Mais l'idée, c'est aussi de répartir le travail. Ce ne sera pas les mêmes personnes qui portent toutes sur leurs épaules. T'sais. Si on peut atteindre 40 personnes, ben là, c'est peut-être plus gérable de dire, ben, est-ce qu'on peut, si on divise ça en 4, il y a 10 personnes qui s'occupent d'une action aux 3 mois. Bon, ben, ça peut être plus gérable, ça peut être plus facile à faire. On sait tous qu'on est tous occupés, on est tous impliqués dans plein de 56 000 affaires, on a tous notre vie à côté. Donc, de rendre ça accessible aux gens pour s'impliquer. Est-ce que de ces 30-là, de ces 40-là, il y en a 30 qui peuvent devenir membres du MDN? Qu'est-ce que c'est être membre du MDN? Ben, c'est que le MDN, c'est une organisation. C'est un OBNL, c'est une association, c'est une entité légale qui a un membership, qui a des membres. Les membres participent à la vie associative, il y a un conseil d'administration, il y a une assemblée générale, il y a des plans d'action. Ce que je vous ai présenté là, c'est voté en assemblée. Donc nous, on cherche à avoir des gens dans différentes régions qui vont participer à ça. Mais aussi, il y a une question de poids politique. Parce que quand quelqu'un, on présente tout ce qu'on fait, le MDN, puis il y a un ministre qui dit « Oui, mais c'est qui ça, le MDN? Vous êtes combien de membres, le MDN? » Je ne peux pas dire qu'on est 5000 contacts. C'est sûr que si on dit « on est 50 membres »,
Et si on dit on est 50 000 membres, là, ça va être différent la réaction. T'sais. Donc, c'est sûr que ça a un impact au niveau du recrutement des membres. Et aussi, ben, c'est 15 $ par année. C'est de là que vient notre financement. On n'a pas d'autre financement. Oui, présentement, moi, être ici, je prends de ma poche. C'est un travail militant. Là. Donc, il n'y a pas de financement qu'on obtient, nous, présentement. Donc, ça vient essentiellement des cotisations des membres. Vous pouvez imaginer que c'est pas énorme, là, à 15 $ de la shot. Puis, on n'a pas des... Et c'est pour ça qu'on cherche aussi à faire en sorte que sur nos 200 contacts, est-ce qu'on a 10% de ça, une personne sur 10, qui se dirait hey, moi, là, c'est une cause que je trouve suffisamment importante que pour le prix d'une grosse pinte là, par mois, je suis prêt à dire moi, je mets un 10$ par mois pour que cet enjeu-là puisse aboutir. Puis ça a l'air de rien, mais c'est avec les cibles qu'on s'est données là. Si l'ensemble des régions, au prorata là, de ce qu'on a comme contact dans chacune des régions, fait ce travail-là, on pourrait aller chercher un 3 000 à 5 000 $ par mois. Bien, ça peut être suffisant pour avoir une permanence. Avoir quelqu'un 2 jours, 3 jours semaine qui peut répondre au courriel, répondre au téléphone, ça peut nous permettre de se payer un communiqué de presse par mois. Donc juste ça, là, je vous dirais, ça va changer complètement la donne. Parce que je vous dis, là, présentement, il y a moi, là, puis moi j'ai ma job à temps plein, j'ai un organisme aussi, je coordonne bénévolement. On a un stagiaire qui est dans l'organisation, c'est vrai, mais il faut avoir du monde pour pouvoir gérer là, quand on va commencer à avoir un niveau de communication qui va être beaucoup plus élevé, quand chacun des comités vont commencer à bouger. Là. Il faut imaginer qu'il va y avoir la job là. Donc ça, c'est les objectifs qu'on voyait pour la région d'ici. Mais quand vous regardez ça, 41% des votes, donne 56% des sièges et donc 100% du pouvoir. On s'entend tous que ça n'a pas de sens. C'est un enjeu qui est préoccupant et qu'on se rend compte qu'il y a un enjeu assez de faire connaître ça à la population, de faire comprendre ça à la population. Parce que le gros problème, comme je vous le disais jusqu'à présent, c'est qu'il y a une grande part de la population qui n'a aucune idée là, de l'impact que ça peut avoir sur le quotidien, hein, sur les décisions que nos décideurs prennent. Parce que jusqu'à présent, on fonctionne dans une démocratie représentative. Peut-être des gens qui voudront en débattre de revoir ça, là, mais pour l'instant, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et dans ce système-là, ben, les élus, les gens qui prennent les décisions pour nous, si la représentation elle est biaisée, nécessairement, les décisions aussi vont être biaisées. Donc les décisions ne reflètent pas véritablement la volonté de la population. Alors il y a vraiment un enjeu autour de ça, il faut qu'on prenne action, mais comme je vous disais tantôt, il y a des gens qui vont dire oui, mais ça, puis j'en rencontre des représentants d'organisations qui disent ah oui, toi t'es GMDL, oui, avec ton pas de soutien, hey, ça c'est une bonne cause, hein, ça va arriver sur un jour, hein, on est rendu là, il faudrait bien que ça arrive. Je dis oui, il faudrait bien que ça arrive, mais ça va arriver seulement s'il y a des gens qui font que ça arrive. Ça n'arrivera pas tout seul. Et là, les gens qui vous êtes ici, si vous regardez autour de vous, là, on est dans la pièce ici, alors, on est à la rencontre du comité régional de Montérégie-Est. C'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui ne pouvaient pas se déplacer ce soir, qui n'étaient pas là, qui auraient souhaité être là. Mais je vous dis tout de suite, là, imaginez-vous pas qu'il y a des gens dans un placard quelque part ou sur un nuage quelque part qui font le travail présentement. Les gens de la Montérégie-Est, c'est vous. C'est vous qui êtes ici ce soir dans cette pièce. Donc si l'enjeu de la réforme du mode de scrutin peut avancer et qu'on veut atteindre les objectifs que je vous ai montrés tantôt, ça va être parce qu'il y a des gens comme vous, et pas juste comme vous. Parce que vous, ici, qui allez agir par rapport à ça, parce que justement, c'est bien important de se dire, il n'y a pas de gens ailleurs là, qui font ça. Des fois, il y a comme dans un imaginaire collectif, les gens disent, oui, mais il y a du monde qui travaille là-dessus. Je leur dis, non. Il n'y a pas de monde qu'on ne connaît pas quelque part qui travaille là-dessus, c'est nous qui travaillons là-dessus. C'est nous qui faisons en sorte que cet enjeu-là peut aboutir. Donc, quand est-ce qu'on commence? Ça ne peut pas être autrement que maintenant. Alors, ici, ce soir, réunis, alors, je vais pouvoir répondre à peut-être quelques questions sans aller dans le détail. Alors, tout de suite, je vous le dis, là, j'anticipe les questions. Si c'est des questions techniques sur la proposition du MDN, tout de suite, je vais vous référer à la documentation qui existe, qui est sur le site Internet. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce qu'on peut en parler très longuement. On peut en parler pendant une demi-heure juste de ça. Donc, je veux vraiment qu'on parle de ce dont on va parler ce soir. Parce que vous voyez, la campagne Meilleure démocratie, c'est pas tout un modèle. Hein? On ne parle pas de modèle du tout. C'est vraiment juste d'amener la conscience à se questionner, la conscience populaire à dire il y a un problème, il faut agir. Et si on réussit à faire ça, là, on va déjà avoir atteint là, beaucoup par rapport à ça. Et rendu au moment où le gouvernement dit OK, il faut prendre action, inquiétez-vous pas, là la chicane poignée, il va y avoir des débats là-dessus. Inquiétez-vous pas là-dessus, il va y avoir du débat rendu à ce moment-là. Mais présentement, les gens ne sont même pas rendus à se questionner quel est le modèle. Ils ne savent même pas qu'il y a un problème en partant. Donc déjà, ça c'est la plus grosse marche à franchir. Et moi, mon objectif ce soir, parce que là, on va prendre quelques questions. Après ça, je vais surtout vouloir que vous échangiez entre vous. Essayez de voir, est-ce que d'après vous, ce qui vous est proposé là,
ces actions-là. Ça, c'est des exemples, hein, c'est des propositions. Est-ce que c'est des choses que vous pensez qui peuvent se faire dans votre région? Est-ce que c'est des choses que vous aimeriez, que vous pourriez faire dans votre région? Et mon souhait, moi, c'est de ressortir à la fin de la soirée avec 2 ou 3 personnes d'entre vous qui diraient, moi, là, cet enjeu-là, ça m'intéresse, je veux aller plus loin, je veux poursuivre, j'aimerais ça pouvoir préparer une prochaine rencontre, par exemple. J'aimerais ça être en lien avec la liste des gens de la région, j'aimerais ça les relancer. Notre but, c'est que les comités régionaux soient portés, bien entendu, par les gens des régions. Et c'est de faire en sorte qu'on ait 2 ou 3, ce qu'on appelle des répondants, là, qui vont vouloir dire, OK, ben moi, je veux bien poursuivre ça, être en lien avec les autres comités régionaux, être avec le national, et faire en sorte que l'action puisse se poursuivre au niveau de la région. De façon pratique, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des documents Google pour chacun de ces points-là, qu'on a mis en ligne pour chacun des comités régionaux. Et là, ben, on peut, dès demain, là, et les gens pourront aller dans ces documents-là et dire, ben, moi, j'ai des idées d'action de mobilisation, OK, je vais lister mes idées. Des idées d'organisation, des idées de personnalité, d'aller marquer ça dans le tableau et dès la prochaine rencontre, ben, le but pourrait être de revoir ces listes-là, de prioriser, de dire OK, qu'est-ce qu'on fait en tant que comité régional à partir des idées que les gens vont apporter. Ouais. Donc ça, c'est une façon qui est proposée pour starter un peu les choses. Hein. Mais après ça, c'est vraiment le comité régional qui peut s'organiser. En Estrie, ils se sont dit, ben, on va se créer un groupe Facebook pour notre comité, on va faire ces façons. Fine. C'est le comité régional qui peut porter ces actions. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir des répondants dans chacune des régions pour être en communication puis coordonner quand même tout ça pour pas que ça aille là, dans tous les sens.